Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Le sport, considéré comme l'un des moteurs de croissance économique du continent, est au centre de cette édition. Ce secteur joue un rôle clé dans le développement économique des pays africains en stimulant l'emploi, l'industrie du tourisme et les infrastructures. Ce numéro se penche également sur le développement des paiements numériques en Afrique, qui devrait permettre de dépasser le niveau du commerce intercontinental estimé à 18%. Selon les experts, le sport joue un rôle clé dans le développement économique des pays africains en stimulant l'emploi, l'industrie du tourisme et les infrastructures. En outre, le développement accru du sport pourrait accentuer l'inclusion sociale et le renforcement des capacités des jeunes, contribuant ainsi au développement durable du continent. Plus de détails avec Fatma Niang. Avec un potentiel de croissance économique annuel estimé à 8% selon les experts, le sport joue un rôle croissant dans le développement économique du continent. En 2020, l'industrie du sport mondial représentait environ 1,2 milliard d'euros, soit 2% du PIB mondial, mais en Afrique, cette contribution ne représente que 0,5% du PIB. En dépit des contraintes inhérentes au déficit de développement, le sport constitue un avantage comparatif pour l'Afrique dont 70% de sa population a moins de 30 ans. Ma vision du sport au Ghana et sur le continent en général est que de manière holistique, nous l'envisageons sous un angle différent. Une partie de notre discussion d'aujourd'hui consiste à considérer les sports et les spectacles comme des classes d'actifs, des moyens de générer des revenus au sein de ces économies. Depuis son lancement en mai 2021, la Basketball Africa League s'est imposée comme un moteur puissant du développement économique en Afrique. En réunissant les meilleurs talents du basketball à travers le continent, la balle a non seulement élevé le niveau de compétition sportive, mais a également créé des opportunités économiques significatives selon son président. La Basketball Africa League va continuer d'être une locomotive de développement du basket, mais aussi une locomotive de développement économique pour les pays qui va booster le tourisme. L'essor de l'industrie sportive en Afrique demeure un levier important pour le développement économique et social du continent. Selon les experts, en investissant dans le sport, les pays africains pourraient non seulement stimuler leur économie, mais aussi promouvoir l'inclusion sociale et la cohésion communautaire. Il faut que les pouvoirs publics dans ces pays prennent conscience du potentiel énorme du pouvoir du sport. On dit souvent que le sport est le dernier outil diplomatique dans le monde et je le crois vraiment sincèrement. Selon les observateurs, le développement accru du sport sur le continent favoriserait également le développement social, la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures éducatives et sportives. Cependant, des défis subsistent tels que le manque de financement et de coordination ainsi que des systèmes institutionnels encore faibles. En 2024, selon l'UNESCO, 50% des pays africains ne disposent pas d'infrastructures sportives aux standards internationaux, freinant le développement du sport sur le continent. Concentrées dans les zones urbaines, ces installations sont inaccessibles pour une grande fête des jeunes, surtout en milieu rural. Face à des investissements insuffisants, les experts appellent à une mobilisation croissante pour faire du sport un levier de croissance en Afrique. Philippe Akwa nous en dit plus. Le développement du sport en Afrique fait face à de nombreux défis, dont le manque d'infrastructures. En 2024, la moitié des pays africains manquent encore de stades et d'installations modernes répondant aux normes internationales selon l'UNESCO. Selon les experts, cette situation freine la formation de talents et la tenue de compétition. De nombreux jeunes aspirants sportifs n'ont pas accès à des infrastructures adaptées, ce qui limite leur progression et restreint les opportunités d'exprimer leurs talents au plus haut niveau.
Le sport et le divertissement en général, il y a une économie du sport et du divertissement qui génère des milliards et des milliards de dollars à travers le monde. Et pour le moment, la part de l'Afrique est très très petite. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est justement de créer une industrie autour de ce vaste talent que nous avons. Le talent qui existe en Afrique n'existe nulle part ailleurs. La mauvaise répartition des infrastructures est également un obstacle majeur. En Afrique subsaharienne, la Banque africaine de développement rapporte que 70% des installations sportives sont concentrées dans les zones urbaines, laissant les zones rurales démunies. La Banque africaine de développement BAD souligne qu'avec une population rurale représentant 60% du continent, ce déséquilibre entrave l'inclusivité dans le sport. Cette inégalité géographique freine l'accès des jeunes en milieu rural aux équipements sportifs. En se perfectionnant comme joueur, ils peuvent vraiment continuer à se développer et choisir d'avoir une carrière dans le basketball en tant que joueur, mais aussi dans d'autres domaines qui vont contribuer au développement de l'industrie que nous voulons créer à travers le basketball. En 2024, les investissements rapportent à moins de 1% du PIB dans de nombreux pays africains selon la Fédération africaine de sport. En comparaison, les pays européens consacrent en moyenne 3% de leur PIB. Pour réduire cet écart, les experts appellent à une collaboration accrue entre gouvernants, secteurs privés et partenaires internationaux pour financer et développer des infrastructures adéquates. Nous essayons de faire, c'est de créer un produit autour du basketball en infusant aussi beaucoup de divertissement, de la culture et de créer des opportunités pour que l'immense talent puisse s'exprimer. Au-delà jusque des jeunes basketteurs, il y a une opportunité de faire une amalgame et de créer un produit de divertissement que les gens vont vouloir consommer, ce qui va vraiment générer de la valeur économique. On parle de la Basketball Africa League comme une locomotive de développement économique. Le sport en Afrique a le potentiel de devenir un levier économique et social de premier ordre, mais cela passe par des infrastructures de qualité. L'UNICEF estime qu'une augmentation de 30% des infrastructures pourrait tripler les inscriptions dans les centres sportifs d'ici 2030. En renforçant ces installations, les pays africains peuvent non seulement promouvoir la santé et l'éducation des jeunes, mais aussi générer des opportunités économiques et améliorer leur rayonnement international. De l'avis des experts, le développement des paiements numériques en Afrique, combiné à une économie d'échelle, permettra de dépasser le niveau de commerce intercontinental estimé à 18% par l'Organisation internationale du commerce. Cependant, des obstacles majeurs freinent l'inclusion financière numérique du continent et donc la mise en œuvre de la ZLECAf. Il s'agit en l'occurrence du manque d'interopérabilité des systèmes de paiement numérique, en particulier pour les petits et micro-commerçants qui dominent l'économie africaine aux confins des frontières terrestres. Un reportage signé Catherine Gombe. Miser sur le potentiel du numérique pour accélérer le commerce intra-africain. C'est l'un des objectifs des responsables de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. En partenariat avec la Commission de l'Union africaine, Smart Africa et l'Alliance Beta Dan Cash, le secrétariat de la ZLECAf a lancé un appel à l'action sur l'inclusion financière numérique pour le succès du marché africain unique. C'est ce que nous entendons par paiement numérique responsable, qui sont maintenant intégrés dans le protocole sur le commerce numérique, qui font partie des stratégies nationales comme les National Smart Train Goals de Rwanda, qui ont été lancées en 2000. En tant que continent, nous sommes sur le point de nous rassembler pour faire avancer les choses grâce à la mise en œuvre de la ZLECAf, qui examine comment nous achetons et vendons les uns avec les autres, comment ce beau tissu, ces marchandises en provenance d'Égypte, iront de l'Égypte à tout le monde. La dimension numérique est forte au sein de la ZLECAf, comme le démontre son article 3, fixant l'objectif d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, tel qu'énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, celle-ci doit permettre d'accélérer le processus d'intégration économique de l'Afrique, notamment grâce à la promotion du e-commerce et du paiement numérisé, qui permettront l'accroissement des échanges commerciaux intra-zones, ainsi que l'amélioration de l'accès au marché continental africain pour les acteurs extérieurs et donc la mise en place d'une réelle économie digitale sur le continent.
Cependant, l'utilisation récurrente de monnaie tierce dans les paiements commerciaux transfrontaliers fait peser une charge importante sur les réserves de change nationales, ce qui entraîne des retards dans les règlements et une diminution des bénéfices pour les petits et les micro-commerçants. Je veux parler de M-Pesa, qui est l'une de ces innovations significatives qui peut également nous aider à inciter d'autres pays africains à commencer à commercer les uns avec les autres, parce que là où il y a des échanges commerciaux, on parle aussi de moyens de paiement. La question est, quel est le mode de paiement acceptable? En 2020, la Société financière internationale et Google ont estimé que l'économie numérique africaine pourrait atteindre 180 milliards de dollars d'ici à 2025, soit 5,2% du PIB du continent. D'ici à 2050, sa contribution potentielle anticipée pourrait atteindre 712 milliards de dollars, soit 8,5% du PIB. De plus, le taux de pénétration de l'Internet et des mécanismes de protection cybernétique en Afrique sont considérablement améliorés. L'économie numérique pourrait ainsi créer 140 millions d'emplois et ajouter 2200 milliards de dollars au PIB de l'Afrique d'ici 2035. Avec la possibilité d'être en ligne, de faire des transactions numériques, ils forment des garanties numériques avec lesquelles ils peuvent accéder au financement pour faire du partage mobile. À date, seuls 28 pays africains disposent de lois sur la protection des consommateurs applicables aux transactions en ligne, tandis que le taux de pénétration de la 3G et de la 4G est actuellement estimé à 25%. Ainsi, pour les experts, la construction d'infrastructures numériques adaptées est par conséquent essentielle au bon fonctionnement de la ZLECAf. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Les dirigeants des communautés frontalières d'Ateker s'engagent à renforcer la coopération et le désarmement. 23e sommet de la COMESA, le Burundi supprime le visa de court séjour. Et enfin, la CEDEAO, le Maroc et la Mauritanie adoptent des accords pour renforcer la sécurité énergétique. Les dirigeants des communautés frontalières Ateke, comprenant les Turkana, Karamojong, Toposa, Didenga, ont signé le 1er novembre 2024 à Moroto, en Ouganda, un accord historique. Cet accord vise la promotion de la coexistence pacifique, la gestion des ressources et le désarmement. Les leaders des différentes communautés ont convenu de renforcer les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, la coopération transfrontalière pour un accès équitable aux ressources. Les gouvernements ougandais et kenyans ont aussi été appelés à prioriser des infrastructures essentielles pour le développement régional. Cette réunion marque une avancée majeure après la première caravane de paix de la communauté d'Afrique de l'Est en 2023. Lors du 23e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le président burundais Évariste Ndayishimiye a annoncé le 31 octobre 2024 l'exemption des visas de court séjour pour les ressortissants des pays membres du COMESA. Cette décision a pour but de favoriser l'intégration régionale et la libre circulation. Les ministres de l'énergie, des hydrocarbures, de la CEDEAO, du Maroc et de la Mauritanie ont adopté le 1er novembre 2024 plusieurs accords clés pour la mise en œuvre du projet de gazoduc africain atlantique. Visant à relier le Nigeria au Maroc, l'initiative vise à renforcer la sécurité énergétique régionale, favoriser l'intégration économique et devrait permettre d'ouvrir de nouveaux marchés pour le gaz naturel. Le projet, d'une valeur estimée à 26 milliards de dollars, s'étendra sur 6 800 km et bénéficiera à 13 pays de la CEDEAO, à la Mauritanie et à l'Europe. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est de plus en plus approuvée par les États et puissances du monde comme solution la plus fiable pour le développement de ce territoire. L'acceptation de cette solution s'impose comme un enjeu géopolitique majeur. Le développement de cette information avec Philomène Tiné.
Proposé depuis le 11 avril 2007 par le roi Mohamed VI, le plan de partage de la souveraineté marocaine a ouvert un chemin vers l'acceptation internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Au prix d'efforts diplomatiques considérables, le pays est parvenu à avoir le soutien de plus de 110 pays à travers le monde, dont la France. Ce pays européen reconnaît désormais le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara comme la solution la plus viable pour l'administration et le développement de ce territoire disputé avec le Front Polisario. Le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Après que la France a exprimé son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit, le pays a actualisé le 29 octobre 2024 la carte du ministère français des Affaires étrangères, faisant disparaître la démarcation entre le Maroc et le Sahara occidental. Ce réalignement de la position française a été salué par le Maroc, qui considère ce geste comme une reconnaissance légitime de sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'évolution de la position française n'est pas seulement une formule diplomatique, mais qu'il est décliné en acte opérationnel très important et très apprécié, qui s'inscrivent, comme je l'ai dit, dans ce dialogue permanent sur cette question entre Sa Majesté le Roi et le Président, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre plus large, qui est cette dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain depuis un certain nombre d'années. Le Maroc a toujours défendu son intégrité territoriale sur le Sahara occidental. Le pays a proposé en 2007 un plan d'autonomie sous sa souveraineté pour la région, une initiative qui a été soutenue par plusieurs États et organisations internationales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'impulsion donnée par le roi Mohamed VI à la cause nationale et renforce la reconnaissance internationale de la position du Maroc sur cette question cruciale. La carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères il y a 1 heure. Nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Notre ambassadeur s'y rendra dès la semaine prochaine. Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d'une alliance française. Nous serons également aux côtés du Maroc pour favoriser une solution politique juste et durable, dont le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base. Au Sahara occidental, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour un référendum d'autodétermination, mais l'adhésion de plusieurs pays du monde à la proposition marocaine d'une autonomie sous sa souveraineté présente inéluctablement cette voie comme la solution la plus viable pour le développement de ce territoire. La 8e édition du sommet de la Banque connectée, Connected Banking Summit, prix de l'innovation et de l'excellence Afrique de l'Ouest 2024, se tiendra les 19 et 20 novembre 2024 à Accra au Ghana. Cet événement sera l'occasion de rassembler les dirigeants mondiaux, les experts du secteur de la finance et des leaders pour façonner l'avenir des services financiers. En tant que point central de la série Connected Banking, le sommet se concentre sur la transformation numérique, l'amélioration de l'expérience client et la sécurité. Des représentants d'institutions financières variées comme des banques et des fintechs exploreront les solutions intégrées qui redéfinissent le secteur. Du 20 au 21 novembre 2024, la ville de Livingstone en Zambie abritera la 30e réunion du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique australe. Organisée par le Bureau sous-régional pour l'Afrique australe de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA, cette rencontre se tiendra sur le thème « Aborder le déficit énergétique en Afrique australe à travers des investissements dans les nouvelles technologies énergétiques renouvelables ». L'objectif est de lutter contre la pauvreté énergétique tout en favorisant une industrialisation durable. L'ICSO est une assemblée annuelle reconnue par l'ONU qui réunit des experts d'Afrique australe ainsi que d'autres pays du continent pour aborder des questions cruciales liées au développement socio-économique.
Les Market Days 2024 de l'Africa Investment Forum se tiendront du 4 au 6 décembre 2024 à Rabat au Maroc. Cet événement organisé par les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum comprenant la Banque africaine de développement, Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa 50, la Development Bank of Southern Africa, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement, mettra en avant le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure ». Lancé en 2018, les Market Days constituent le cœur de l'Africa Investment Forum. Il rassemble chaque année des promoteurs de projets, des responsables gouvernementaux et des investisseurs clés pour faciliter la conclusion d'accords concernant des projets prometteurs. L'élection de la Ghanéenne Shirley Ayorkor Botchwey en tant que 7e secrétaire générale du Commonwealth fait d'elle la première femme africaine à occuper ce poste. Sa vision repose essentiellement sur la transformation des économies des 56 États membres de l'organisation internationale. Ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana depuis 2017, Shirley Ayorkor Botchwey, qui débutera officiellement son mandat de 4 ans en avril 2025, prône l'unité et l'inclusion pour le développement durable. Un portrait signé Mildred Yamo. Élue secrétaire générale du Commonwealth le 25 octobre 2024, Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, est la première femme africaine à occuper cette fonction au sein de l'organisation internationale de 56 États membres. 7e secrétaire générale du Commonwealth, Shirley Ayorkor Botchwey, 61 ans, a une vision stratégique pour améliorer l'efficacité de l'institution et réaliser la transformation des économies de ses États membres. Les 56 pays du Commonwealth ont une population combinée de 2,7 milliards d'habitants, dont 60% sont des jeunes et 33 et 56 sont des petits États insulaires en développement et des petits États. Ma vision est de tirer parti de ces atouts de promouvoir le commerce et d'assurer l'éducation, le développement des compétences et l'innovation pour le grand nombre de jeunes de notre Commonwealth. Shirley Ayorkor Botchwey est ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana depuis janvier 2017. Riche d'une vaste expérience de près de 20 ans en droit, en diplomatie et en communication, elle sera notamment chargée de renforcer la coopération entre les États membres du Commonwealth, de promouvoir la démocratie, de soutenir le développement économique et de faire face aux défis climatiques. Fervente promotrice de l'unité et de l'inclusion, Shirley Ayorkor Botchwey a souligné son dévouement aux valeurs du Commonwealth. Je ferai preuve de leadership pour travailler avec les États membres en collaboration avec d'autres institutions multilatérales pour lutter contre le changement climatique qui présente une menace existentielle évidente pour notre Commonwealth. J'exploiterai les opportunités de transformation et renforcerai notre voix au niveau mondial. Je donnerai la priorité à l'inclusivité et à l'efficacité dans la prise de décision tirant parti de la technologie. Ayorkor Botchwey était vice-ministre de l'information de son pays de 2005 à 2006, puis vice-ministre du commerce et de l'industrie de 2007 à 2008. Titulaire d'une licence en droit, d'un exécutif MBA et d'une maîtrise en communication publique et relations publiques, elle a été membre du Parlement de la CEDEAO de 2013 à 2017. Shirley Ayorkor Botchwey a présidé le Conseil des ministres de l'organisation sous-régionale pendant 2 mandats consécutifs, de 2020 à 2022, jouant un rôle majeur dans les négociations en vue d'une transition démocratique avec les régimes militaires dans la région. Elle a dirigé la campagne du Ghana pour l'adhésion du pays en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. Je me soucie des populations, des pêcheurs, des petits commerçants, des entrepreneurs et surtout de nos jeunes et de nos femmes. Le rêve de tous les habitants du Commonwealth est de gagner décemment leur vie pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Mais cela n'est possible que si les dirigeants comme moi, au niveau national et international, restent conscients de nos obligations envers les plus petits d'entre nous.
L'élection de Shirley Ayoko Bochei marque le retour de l'Afrique à la tête du Commonwealth après 24 ans. La Ghanéenne est la deuxième personnalité africaine à être élue secrétaire générale du Commonwealth, après le Nigérian Emeka Anyaoku, qui a occupé ce poste de 1990 à 2000. Le mandat de 4 ans de Ayoko Bochei, qui débute officiellement le 1er avril 2025, ouvre de nouvelles perspectives pour un Commonwealth plus inclusif selon des observateurs. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.